je vais faire l'appel. Les présents. Jean-Michel Quédalu. Présent. Olivier Ougizo. Alors, Olivier m'a téléphoné pour dire qu'il était souffrant. Marc Banac. Présent. Anthony Benoué. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Angèle Bourriot. Patrick Collin est excusé, il me donne pouvoir, mais il pourra peut-être arriver en fin de séance. Emmanuel Dupuis est excusé, il donne pouvoir à Bernard Flichy. Marielle Etienne. Présent. Bernard Flichy. Présent. Jean-François Girard. Présent. Jacques Higuin. Présent. Isabelle Hamel. Présent. Valentin Larcher. Présent. Cyril Lequin. Colette Lopez est excusée pour... Non, Cyril Lequin, il est absent. C'est la meilleure, c'est ça. Tu ne peux pas. Ouais, c'est dommage. Ouais, tu ne peux pas. Les mecs qui sont là pour voter, c'est pareil. Ouais. Donne pouvoir à Marielle Etienne, Colette Lopez, Régis Mez. Régis, il peut faire son boulot. Bruno Ouvrard. Présent. Josiane Pacte-à-la-Faille. Présent. Dolores Petro. Devra arriver. Didier Plaire. Présent. Laurent Roblet. Absent. Lydia Rocher. Présent. Fabien Sury. Présent. Marie-Thérèse Tarry est excusée, c'est à Nicolas Boisseau qui a donné son pouvoir. Et Bruno Vivier nous a dit qu'il avait... Excusé. Ouais, il est excusé. Voilà. Donc l'ordre du jour, on va d'abord passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 31 octobre 2023. Je vais demander à Bernard Flichy s'il veut bien nous lire ce procès-verbal. Autorisation de Monsieur le maire pour le renouvellement de la délégation du service public du Golfe. Finances. Vente de véhicules d'occasion. Produits irrévocables. Effacement de créances suite à une liquidation judiciaire. Tarif de location des salles. Donc, délibération modificative, budget principal. Délibération modificative, budget du port. Délibération modificative, budget loisirs. Ressources humaines. Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Recrutement des agents recenseurs en urbanisme. Inscription à la liste des communes dont les actions en matière d'urbanisme et d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes entraînant l'érosion du littoral. Cession des parcelles, section AM 109 et AM 867, dans le cadre de l'opération avec l'établissement public foncier de la Vendée. Convention avec le conseil départemental fixant les conditions d'entretien d'un aménagement de voirie sur le domaine public départemental en agglomération. Enfin, communauté des communes de Sud-Vendée littoral. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées au titre de l'année 2023. Signature de la charte d'éco-exemplarité pour la réduction des déchets sur les territoires de la Sud-Vendée littoral. Donc je vais proposer à Marielle d'être la secrétaire de séance. Marielle, merci. Et puis, je vous donne l'ordre du jour, que vous avez forcément déjà lu. Pour la vie municipale, on parlera du choix des entreprises retenues pour les travaux de rénovation de l'église Saint-Nicolas, salut de Bresse. La dissolution du CIVU de la trésorerie de Moutier-les-Beaufaits qu'il faut qu'on valide. L'inscription des actions au CTO Les Aval 2024-2029, les finances. Nous vous demanderons de nous positionner sur l'inscription en provision sur les litiges des sommes reçues par notre assureur, la SMAC, l'autorisation pour une subvention de la commune au CCAS, qui a été, vous verrez tout à l'heure, enlevée de l'ordre du jour, la régularisation des immobilisations sur les transferts des ouvrages de digues de protection, une délibération modificative au budget principal, une autre au budget du port, une autre au budget du loisir, des loisirs, une enfin pour le budget assainissement, et puis on parlera de la vente d'un véhicule d'occasion à une association avec qui nous collaborons. Ressources humaines, Jean-Michel nous parlera de longues délibérations et importantes. L'approbation des lignes directrices de gestion 2024, l'adoption du règlement intérieur du personnel de la ligne de la Presqu'île,
La création et la suppression de postes avec mise à jour des tableaux des effectifs, et puis l'institution de la prime du pouvoir d'achat. En urbanisme, cette fois-ci, c'est Didier qui nous parlera de la cession de parcelles sur le secteur du petit communal, la parcelle AK 290 et une autre qui s'appelle l'AK 292. Pour la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, on évoquera l'avis de la commune concernant l'arrêt du plan local d'habitat de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, une convention de remboursement des frais de restauration collective, une convention de prestation des services relatifs au remboursement de frais de confection des repas avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, une convention de mise à disposition des minibus avec cette même communauté, la convention de mise à disposition du personnel communal, et puis un avenant numéro 3 au procès verbal de mise à disposition de la LSH d'Escale des Bousses. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait une modification de l'ordre du jour. On a enlevé l'autorisation pour une subvention de la commune au CCAS pour un sujet qui a été réglé d'une autre façon. Donc l'élection du secrétaire de séance, on l'a fait. On va passer à l'approbation, parce qu'on n'a pas approuvé le procès verbal tout à l'heure que tu as lu, Bernard. Qui a des questions? Qui s'abstient? Donc ce procès verbal est voté. Première délibération, le choix des entreprises retenues pour la rénovation de l'église. Alors ce n'est pas le choix des entreprises, parce qu'on en a une qui a répondu. Et comme on a réuni tout à l'heure la commission d'appel d'offres, il y avait Fabien, Nicolas, Jean-Michel et moi, et on a donc pu, après analyse évidemment de ces offres, constater qu'on pouvait vous proposer que le marché soit attribué à l'entreprise SARL Cano, 57 rue des Tuileries, à Saint-Pierre-du-Chemin, dans le 85, pour un montant de 147 613,99 €. Je rappelle qu'en 2021, ce lot avait été estimé à 132 000 €. Pour ce marché, la commune bénéficie de 2 subventions pour un total de 87 390,99 €, ce qui conduit à un financement communal de 87 699,32 €. Je rappelle que la région Pays de la Loire contribue pour un montant de 47 565 € et que le département de la Vendée contribue pour un montant de 39 825,99 €. Toutefois, le menuiserie, parce qu'il y avait 2 lots, étant infructueux, il faut prévoir une augmentation de la part communale afin de financer le second lot qui était estimé à 18 200 €, mais ce second lot a bénéficié d'une subvention, sachez-le, de 9 028 €. Et cette subvention a été accordée par le conseil départemental. Tout ça pour vous dire que je vous demande de délibérer et d'approuver l'attribution du marché pour le lot 1 du marché de rénovation de l'église à l'entreprise SARL Cano pour un montant de 147 613,99 €, de déclarer infructueux le lot numéro 2, le lot menuiserie, et de m'autoriser évidemment à réaliser une nouvelle consultation selon les règles des commandes publiques, et de solliciter la région Pays de la Loire et le conseil départemental pour le complément de financement adapté à l'évolution des marchés. Qui a des questions? La TVA est à combien là-dessus? 20%. Oui. Oui, oui. D'autres questions? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, on va donc pouvoir entamer les travaux. Alors, deuxième délibération, on va parler de la dissolution du CIVU, de la trésorerie des Moutiers et des Moffets, mais ça a déjà été acté, cette délibération en CIVU en date du 13 novembre a déjà décidé justement qu'ils allaient clôturer les exercices, et la délibération syndicale de la même date acte la dissolution et la répartition des résultats de la clôture et les modalités de répartition au prorata des bases d'imposition des 4 taxes de l'année 2022. Ils ont exposé que les excédents de clôture s'élèvent à 103 628,10 € pour la section d'investissement et 32 498,71 € pour la section de fonctionnement.
Aussi que la commune de Moutier-les-Mauffets se verra attribuer une restitution de la somme qu'elle a apportée lors de la création de l'unité, qui s'élevait à l'époque à 91 600 €, et que le dépôt et les cautionnements de 1326 € relatifs à la cuve de gaz sera transféré à la commune de Moutier-les-Mauffets. Je sollicite donc l'avis du conseil municipal pour se prononcer sur la dissolution et la répartition des résultats, et je vous demande de donner votre accord sur cette dissolution du civil de trésorerie et de valider le tableau de répartition qui s'affiche peut-être dans mon dos. Vous pouvez voir que la faute-sur-mer, qui était la seule qui était concernée des anciennes collectivités qui forment notre commune, on lui doit 861,09 €. Et 2038 en fonctionnement. Voilà. Y a-t-il des questions? Non. C'est déjà fait. Donc je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Troisième délibération, c'est l'inscription des actions au CTO Les Aval 2024-2029. Je vous explique que le CTO, c'est un nouvel outil contractuel qui est proposé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans son 9e programme. Il succède à ce qu'on appelle CTMA, le contrat territorial pour les milieux aquatiques, et au CT pollution diffuse. En fait, l'Agence de l'eau de Loire-Bretagne souhaite diminuer le nombre de contrats de territoire, mais aussi augmenter leur efficacité en créant des contrats de territoire multithématiques portés par un animateur et avec plusieurs maîtres d'ouvrage. Alors, les objectifs sont de réduire les sources de pollution et de dégradation physique des milieux aquatiques. C'est le syndicat mixte bassin du Lay, dont Jean-Michel est le vice-président, qui sera la structure chargée de l'animation du CT et de la coordination de ce programme, qui fera intervenir différents maîtres d'ouvrage, uniquement sur le volet restauration des milieux aquatiques. La commune a prévu, notre commune, Aiguillon-la-Presqu'île, a prévu la réalisation de travaux bénéfiques pour les milieux aquatiques, qui consistent à curer les fossés au pied de nos digues, notamment celle du Lay, et ainsi que des fossés en annexe du pont Rousseau. Alors on a cherché tout à l'heure où était le pont Rousseau. Je pense que c'est les fossés qui longent le camping, le près des sables, tout ça. Ah, d'accord. Qui sont à l'intérieur de la commune, qui sont en bordure de la commune de Bulle. Ils vont se jeter dans les cours du pont Rousseau. Est-ce que tout le monde a entendu ce qu'a dit Didier? Oui. Eh bien, écoute, merci Didier, parce que tu penses que c'est ça. Donc on a la dénomination en fait de ces travaux seront dénommés le contrat territorial eau du Lay aval. Et le nom des actions portées par la commune, on aura le curage du fossé du pied de digue du Lay. Donc ça c'est plutôt côté la Faute-sur-Mer. Le curage du fossé annexe Pont Rousseau, donc plutôt côté l'Aiguillon, et puis le curage fossé des Clairs à la Faute. La localisation des actions sont situées sur la commune, sur notre commune. Suite aux études préalables réalisées sur le site, le montant des travaux a été estimé à 11 498 €, soit 13 797 € TTC. Le plan de financement prévisionnel de cette action serait la suivante. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne financerait 28% de ses dépenses à hauteur de 3 882 €. Le département de la Vendée, 5 749 €, donc une participation de 41,67%. Et notre commune serait à 4 166 € de contribution pour une participation de 30,19%. Les dates prévisionnelles, est-ce qu'on les a? Ils sont prévus pour début 2024 et on demande au conseil municipal de délibérer sur l'inscription de ces travaux, la validité de la localisation, c'est pour ça qu'on posait la question, de m'autoriser à solliciter pour ce dossier des aides financières aussi élevées que possible auprès de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, du département de la Vendée ou tout autre partenaire financier, et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'avancement de ce projet, y compris le futur contrat territorial eau du Lay aval et des documents relatifs aux procédures réglementaires au titre de la loi sur l'eau et du code de l'environnement. Est-ce qu'il y a des questions?
Pas de questions? C'est pas une question, mais je voulais juste rajouter que dans la demande l'entretien des fossés, il y avait la marque derrière l'école, la sport, qui avait été positionnée pour avoir le droit aux aides. Et ils considèrent que le curage de cette marque n'a pas lieu, n'aura pas le droit aux aides. Qui était prévu à 80%, donc ça veut dire que ça n'empêche pas que le curage de cette marque ne se fera pas, qui est prévu théoriquement l'été prochain. Donc on va finaliser dans le courant, là pour caler fin août, début septembre le curage de la marque, sans subvention. Sans subvention, oui, c'est ça, on l'a programmé. Ouais. Ok. Emmanuel, bonjour, vous êtes installé. Ok. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question? Pas de question. Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Là, on passe à l'inscription en provision sur les litiges des sommes versées par notre assureur, la SMAC. On rappelle qu'on a la SMAC nous a payé les indemnités aux victimes, donc pour un montant d'1 116 630 € et 67 centimes. Pour le moment, la SMAC nous a payé, mais l'État n'a pas pris l'argent encore, alors c'est assez étonnant. Parce que d'habitude, l'État vient le chercher tout de suite, là, ça fait combien de mois? 8 mois. Ça fait 8 mois, c'est incompréhensible, même le sous-préfet est très étonné. Moi, j'ai ma réponse, mais bon. Je vous rappelle simplement qu'on avait, à l'époque, une ministre de la cohésion des territoires qui était venue ici, et qui nous avait dit qu'elle n'ajouterait pas de difficulté aux difficultés en ce qui concerne ce territoire après Poste-Cimetière. Et cette ministre de la cohésion des territoires s'appelait Elisabeth Borne, et maintenant elle est Premier ministre. Peut-être qu'elle n'a pas envie d'être celle qui vient chercher l'argent. Donc, comme indiqué dans le courrier du 19 juin 2023, le problème c'est que quand on a ces sommes-là sur nos comptes, on ne peut pas faire, on doit les inscrire quelque part. Et il faut faire attention à ce qu'ils soient bien inscrits et provisionnés afin que cette recette, il convient de provisionner en fait toutes les sommes qu'on a et on ne doit pas la retrouver en recette ou en dépense n'importe comment. Et à ce titre, je rappelle que les provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges et que leur objet rend probable et évaluées en fin d'exercice, elles doivent être réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges réelles. Elles n'ont pas vocation à servir de constitution d'une réserve budgétaire. Ce que je veux dire, c'est que ce 1 100 000, on ne peut pas penser que c'est de l'argent d'avance. Ça ne peut pas nous servir non plus à couvrir des charges futures, l'amortissement ou de renouvellement des biens, et pas plus à financer l'augmentation future des charges annuelles récurrentes ou la diminution future des recettes annuelles récurrentes. Et donc, par application du 29e de l'article L2321-2 du CGCT, on doit prendre une délibération qui respecte le principe de prudence et qui nous oblige à constituer une provision conformément à l'instruction comptable budgétaire M14, c'est le nouveau mode comptable, considérant que la constitution de cette provision permettra de financer la charge induite par le risque au moyen d'une reprise et à contrario, la reprise de provision constituerait une recette si le risque venait à disparaître ou si la charge induite ne se réalisait pas. Et considérant que le montant de la provision est calculé sur la base des indemnités reçues par notre assureur, la SMAC, et dans le cadre du protocole transactionnel qu'on a signé avec eux, je vous propose de constituer une provision pour risque pour un montant d'1 116 630 € et 67 centimes qui correspond au centime près à la somme que nous avons reçue et d'imputer ce montant à l'article 68.15 à la ligne dotation provision pour risque et charges au budget de la commune. Le budget de la commune, c'est le 16 000. Voilà, c'est une inscription comptable mais qui est nécessaire pour pas qu'il y ait de confusion comptable. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, on est dans la partie technique et la suite va être un peu du même ordre. C'est pas génial, mais il faut le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Là, on passe à la régularisation des immobilisations
sur les transferts des ouvrages des digues de protection. Vous savez qu'avec la GEMAPI, on a, pendant la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et la commune de la Faute-sur-Mer, ont dans un premier temps, alors qu'il n'y avait pas encore la GEMAPI, assumé seul la construction et le financement de leurs digues. À l'époque, on n'amortissait pas ces montants. Maintenant, on peut les amortir, et notamment tous ceux qui ont la compétence pour la création ou l'entretien des ouvrages de protection peuvent amortir leurs dépenses. On a transféré à l'époque la compétence à la communauté de communes qui l'a elle-même déléguée au syndicat mixte bassin du Lay. Et si on a délégué toutes les dépenses, à l'époque, on n'a pas transféré la capacité d'amortissement. Ce qui fait que le syndicat mixte bassin du Lay récupère la dette, mais ne peut pas l'amortir. Alors vous imaginez le bilan, la tête du bilan. Et donc le sujet c'est ça, c'est de permettre, je fais simple hein, parce que c'est un peu plus technique, mais c'est de permettre au syndicat mixte bassin du Lay de pouvoir amortir des montants qui aujourd'hui ils remboursent. Et donc pour ça il a fallu qu'on fasse l'état réel des subventions qui étaient associées à nos travaux. Donc il y a tout un état, est-ce que tu peux le mettre dans mon dos? Il y a un état à la fois des régularisations qui a été effectué pour la mise à disposition notamment de l'ancienne commune de la Faute-sur-Mer, je ne sais pas si c'est... Donc on est à 666 000, alors si on peut détailler, on voit quelles ont été les sommes d'ailleurs à l'époque. Hein. Il y avait 483 000 pour la digue du Platin, qui était financée par la Faute, 49 000 toujours pour la digue Ouest, la digue Est, il n'y avait rien. La maîtrise d'ouvrage pour l'Est-Ouest, c'était 112 000, et puis 20 000 pour la Belle-Henriette, et pour un montant de 666 000. On arrivait aussi avec la région qui avait financé, et pour un montant de 337 000, et c'était qui après? C'était l'État, le département qui avait financé à 278 000. Vous voyez la part importante qui était sur le dos des habitants en fait, hein. C'était l'impôt. C'est pour ça, des fois, c'est vrai que de mutualiser, on peut se demander pourquoi, mais pour le coup, là, c'est l'impôt de l'ensemble de la communauté de communes qui vient payer. Donc là, on leur permet, en faisant cet état, d'aller chercher les amortissements sur 1 282 170 €, c'est le total, et ça, c'est ce qu'ils vont retrouver dans leurs amortissements au syndicat mixte bassin du Lay. On l'inscrit en écriture, en débit, 3 écritures, hein, 1321, 1322, 1323 pour 666 000, 337 000 et 278 000, un peu plus, et puis au crédit on met 1 282 000, ce qui permettra au syndicat mixte d'amortir. Et puis quand on vient sur l'ancienne commune, enfin la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, on arrive à peu près dans les mêmes épures, mais pour un montant de cumulé 453 149 et 69 centimes. On peut redétailler. Il y avait la digue de Bellevue, la digue de Grand Relais, la digue entre le Pont du Lay et la Pergola, la digue du Génie, et encore deux fois la digue la Pergola, donc pour un montant de 178 000 pour la commune. La région avait financé pour un montant de 106 000 et le département pour 168 000. Ce qui nous fait un montant total de 453 000 qu'on retrouve en amortissement. Et je vous propose d'approuver les écritures de régularisation qui permettra à M. Péco, le responsable du centre des finances publiques, merci parce que là il y a une erreur, de régulariser ces écritures. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Dernière ou avant-dernière décision modificative du budget. On indiquait qu'il y a lieu de réaliser un ajustement des crédits ouverts au budget principal de notre commune. Cette délibération modificative consiste à l'inscription d'une provision pour risques et charges, si tu peux mettre derrière mon dos, prévue en dépenses exceptionnelles au vote du budget. Et pour équilibrer cette dépense, il est proposé de substituer la somme de 1 116 646 € et 67 centimes au compte 6 712, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'inscription du montant des indemnisations qui nous ont été payées par la SMAC qu'on doit remettre maintenant au budget, à réinscrire au budget communal. Donc vous avez vu qu'en dépenses,
on ajoute un 1 116 646 067 et qu'on nous mettra au 67-12. Et on est en provision pour risque au chapitre qui suit. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, c'est technique, mais pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Une décision modificative au budget pour le port. Alors là, pour le coup, c'est une délibération qu'on vous propose qui consiste à l'inscription d'une augmentation des taux d'intérêt des emprunts et des charges à caractère général et des annulations de titres sur exercice antérieur. En fait, on a, c'est ici, mais il y a sur cette issue aussi, on avait des taux d'emprunt un peu anciens qui étaient indexés sur le livret A, mais sans cap, c'est pas capé. Donc quand vous empruntez à 0,7 indexé sur le livret A et que le taux des obligues est à 6, ce que vous remboursiez hier, ça n'a plus le même visage. Et donc là, il nous manquait 9 720 € quand même. Donc il a fallu les retrouver et les réécrire, puisqu'on peut pas, on doit avoir un budget sincère au port. Et donc je te laisse la main là, parce que tu l'as pas. Si je dis derrière. Ah bon? Non, mais je peux pas. S'il est derrière moi, on a... Le principe, c'est de diminuer donc, le virement à la section d'investissement pour la valeur de 9 720 €. On retrouve à la fois donc, en virement recettes et du coup en dépenses au budget de fonctionnement pour pouvoir réalimenter en fait le 66 111, donc les intérêts réglés à l'échéance pour 9 720 €, les annulations de titres pour 3 000 €, et puis les fournitures non stockables pour 2 000 €. Et on fait diminuer aussi pour 5 000 € les créances éteintes, donc c'est-à-dire qu'on avait en fait provisionné sur les comptes de créances éteintes 5 000 €, on a un peu de marge de ce côté-là. Donc on vient chercher deux sommes, hein, une somme de 9 720 sur les virements à la section d'investissement et une somme de 5 000 € qu'on a directement sur le budget de dépenses d'investissement pour couvrir en fait trois dépenses, les titres annulés, les intérêts réglés à l'échéance et puis les fournitures non stockables. On avait provisionné combien en tout en créances éteintes? Au total, je pourrais te retrouver, je ne sais plus combien, mais je sais qu'on a pu récupérer 5 000 € parce qu'on avait un peu de marge en fin d'année. D'accord. On n'aura pas de surprise d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire maintenant. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est seulement dû à l'augmentation du taux, en fait. Tout va bien. À partir du moment où... le problème, c'est quand le taux est bas et qu'il est indexé sur un livret ou sur de l'obligue, les financiers publics ont l'impression que c'est le Pérou et c'est génial, etc. Moi, je rappelle tout le temps une chose, c'est que le livret A, il est garanti que dans les mots du ministre du Budget, le taux. Parce que ceux qui sont les plus âgés ont connu des taux qui frôlaient les 11% garantis. Puis d'autres un peu plus jeunes ont connu du 6,50 garanti. Il n'y a pas longtemps, on entendait du 0,75 garanti, on remonte au-dessus de 5 garanti. La garantie, elle n'a aucune valeur. En fait, le livret A, c'est simplement le coût de l'argent et les obligations d'État émises, c'est tout. Donc, il n'y a pas de sécurité là-dessus. Et donc, quand on prend un taux sur le livret A, il n'y a pas de sécurité. Il faut systématiquement caper ses emprunts. C'était pas fait. Et le prêt, on l'a jusqu'à quand? Parce que j'imagine que tous les ans, il va falloir... Alors, l'avantage, alors maintenant, une fois, il faut que tu appelles à trouver tout le monde, je reviens calmer le jeu, c'est que la Fed, si vous avez écouté aux États-Unis, a annoncé clairement qu'elle arrêtait le délire et elle rebaissait ses taux. Donc, ça veut dire que l'Europe est obligée de suivre, ça veut dire que la France va être obligée de suivre et que les taux vont rediminuer. Pas à la hauteur de 0,7 comme avant, mais aux alentours de 3, c'est-à-dire qu'on va diviser par deux cette coche-là. Mais ça veut dire qu'il faut anticiper le coût de ces crédits, le coût nouveau de ces crédits. Alors, c'est pas des emprunts toxiques, hein, mais c'est pas toxique, mais c'est mal anticipé. Voilà. Qui a d'autres questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Une autre décision modificative au budget loisirs, alors là pour le coup on est en plein dedans. De mémoire. Je dois dire, c'est qu'il manquait... Ah non, c'est qu'il manque une échéance. Il manque une échéance d'emprunt, il faut qu'on la retrouve. On a une échéance d'emprunt de 3 566 € qui n'avait pas été provisionnée. Et donc tu la récupères comment? Oui,
moi j'avais de la marge sur 1641. D'accord. J'ai directement fait sur 1641. Donc on va chercher 3 566 € pour reposer 3 566 €. Et puis en intérêt, c'est pareil, sur les immeubles, j'avais de la marge. Ok. Ok, des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et puis une décision, je crois que j'espère que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Une décision modificative au budget d'assainissement. Il s'agit d'ajuster les crédits. Ouais, parce qu'en fait, on a des recettes supplémentaires qui n'étaient pas prévues, des produits à recevoir qui peuvent s'élever jusqu'à 130 000 €. C'est notamment pour le marché de DSP avec la SOR. Et en plus, pareil, les ICNE sont calculés par le logiciel et s'élèveraient à 3 000 €. Donc là, pour le coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a trop d'argent par rapport à ce qu'on avait anticipé, on va percevoir trop d'argent. Et on avait provisionné combien? Pas assez. Non, c'était comme si une recette. On ne l'avait pas prévu, surtout. C'est-à-dire que là, on a une redevance d'assainissement qui arrive et qui n'était pas prévue de 130 000 €. Il faut qu'on rééquilibre. Donc, en compta public, quand vous avez de l'argent qui arrive, il faut rééquilibrer avec une dépense. Ça va toujours dépasser, même si elle n'existe pas. Donc, tu fais ça dans le privé, tu finis mal. Voilà, 130 000 € au virement de la section recettes de fonctionnement, et le virement à la section d'investissement est de 120 000 €, c'est ça. Pour équilibrer, on a été chercher 7 000 € d'intérêt réglé à l'échéance et 3 000 € d'intérêt en rattachement des IC, ce qui nous fait un montant équivalent de 130 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Le fait que c'était viré sur la section d'investissement, pour le reprendre? Oui. Ouais. C'est pas du tout. En fait, il y a 2 temps, au moment où vous faites l'affectation du résultat, si vous virez au 10,68, vous ne pouvez pas le reprendre. Par contre, si vous mettez au 0,23 dans la phase budgétaire, en fait, le 0,23, c'est un virement, mais ce n'est pas une opération réelle. Donc ça veut dire qu'en fin d'année, en fait, si ça n'a pas été utilisé à la section d'investissement, ça revient en fait en excédent de fonctionnement à la section de fonctionnement. D'autres questions? Non? Je passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais passer la parole à Nicolas Boisseau pour la vente d'un véhicule d'occasion à une association. Dans le cadre du renouvellement du parc roulant, il a été procédé à la reprise d'un véhicule. Vu l'instruction budgétaire M14, vu la circulaire interministérielle CD 6955 du 31 décembre 1996 relatif à l'inventaire des actifs. Considérant que les anciens véhicules remplacés doivent être sortis de l'inventaire, considérant la proposition de reprise des véhicules faite par l'association Vents et Marées, après en avoir délibéré, il vous est proposé de sortir de l'inventaire le véhicule Quad CF Moto 625 Tétoura de couleur grise, immatriculé GM 716DN à compter du 31 décembre 2023. De valider à la vente de ce véhicule pour la somme de 3 000 € à l'association Vents et Marées. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On prendra donc ce véhicule à l'association Vents et Marées. Je vais passer la parole à Jean-Michel Délalu pour l'approbation des lignes directrices de gestion 2024. Alors, effectivement, cette délibération porte sur l'approbation des lignes directrices de gestion 2024. Peut-être vous vous en souvenez, en janvier 2022, nous avions voté les mêmes lignes directrices de gestion donc pour 2023, mais qui étaient valables 1 an. En fait, ça concerne bien sûr les fonctionnaires publics territoriaux, dans le cadre de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Et donc, elle consiste en l'obligation pour toutes les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de définir les lignes directrices de gestion. Donc, ce nouvel instrument juridique de gestion des ressources humaines vise à déterminer les orientations stratégiques de chaque collectivité sur lesquelles s'appuient désormais les décisions individuelles en lieu et place
de la consultation systématique de la commission administrative paritaire, notamment en matière d'avancement de grade et ou de promotion interne depuis 2021. Donc je vous propose de ne pas revoir en quoi ça consiste, mais globalement ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les promotions dans l'année. Donc ça permet aussi aux agents de pouvoir se projeter, mais également aux ressources humaines de pouvoir se projeter sur un temps court ou moyen. Voilà. Donc je vous propose de les revoter pour un an, donc à compter du 1er janvier 2024. Donc celles-ci, bien sûr, peuvent faire l'objet de révision à tout moment, après avis du comité social territorial. Je vous rappelle que le comité social territorial vient de donner un avis favorable donc à ces lignes directrices de gestion. Et est-ce que vous avez des questions, des observations sur ce dossier? Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Donc on va continuer avec la délibération d'adoption du règlement intérieur du personnel de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Alors en fait les collectivités territoriales peuvent déterminer des règles d'organisation et de fonctionnement qui complètent les lois statutaires et leurs décrets d'application en s'adaptant aux réalités quotidiennes. Cette démarche se concrétise par l'élaboration d'un règlement intérieur destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail dans la collectivité. Le règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement interne à la collectivité, décliner les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les préciser afin d'organiser le travail dans la collectivité, notamment en termes de temps de travail, d'absence, etc. Préciser les règles généraux d'utilisation des locaux et du matériel, ainsi que les dispositions liées au déplacement. Préciser également les règles relatives à la santé, ainsi qu'à l'hygiène, la sécurité au travail, et rappeler les droits et obligations des agents, ainsi que les procédures disciplinaires. Donc il faut savoir que la rédaction de ce document n'est pas obligatoire, mais néanmoins reste recommandée, voire indispensable à la bonne gestion du personnel, ainsi que celle de certains risques. Celui-ci a été élaboré par un groupe de travail associant élus et représentants du personnel, en reprenant également les délibérations qui ont été prises cette année, par exemple le temps partiel ou la réduction du temps de travail. Il permet ainsi d'harmoniser les pratiques qui existaient dans chaque ancienne collectivité avant la création de la commune nouvelle. Donc ce document est destiné à tous les agents de la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île, titulaires et non titulaires, pour les informer au mieux sur leurs droits, leurs obligations et les consignes de sécurité. Donc conformément à la réglementation, le comité social territorial a lui aussi été saisi donc, le 5 décembre et a donné un avis favorable. Donc il faut savoir qu'il y a eu une dizaine ou une douzaine de réunions au cours de l'année 2023 pour arriver à trouver un accord sur la rédaction de ce règlement intérieur. Il permettait aussi aux deux communes de pouvoir harmoniser un certain nombre de dispositions. Ce qui a été fait, vous avez pu en prendre connaissance dans les pièces qui étaient jointes à vos mails de convocation. Je vous propose, avant de passer au vote, si vous avez des questions ou des observations, de les poser. Tout le monde a lu avec une attention particulière le règlement intérieur. C'est long. Il est long, mais il est intéressant. Par certains côtés, en tous les cas. Non, pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Je vais en profiter d'ailleurs pour remercier les élus qui ont participé à ce groupe de travail, puisque je l'ai fait dans le cadre du comité social territorial pour les représentants du personnel. Et donc je vais faire la même chose pour les élus qui ont participé, parce que c'est quand même un travail considérable, voilà, qui nous a pris quand même finalement pas mal de temps. Ensuite, on va passer à la création et les suppressions de postes, avec notamment la mise à jour du tableau des effectifs. Donc les emplois de chaque collectivité sont fixés par l'organe délibérant de la collectivité. Donc on le fait aussi d'une manière régulière. Il appartient donc au conseil municipal d'établir l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Alors on va commencer par la suppression des postes vacants.
Donc lors de la séance du 12 septembre relative à la modification des effectifs liés à des promotions internes, il avait été annoncé que les anciens postes devenus vacants seraient supprimés lors de la mise à jour du tableau des effectifs. Donc il s'agit de 2 postes d'adjoint technique et un poste d'adjoint d'animation qui sont répertoriés. En fait, il convient également de supprimer un poste vacant d'un ATSEM, ou d'une ATSEM, qui a été remplacé sur un poste d'adjoint d'animation. Et dans le cadre de la modification du temps de travail, quand il est supérieur à 10% d'un agent à temps non complet, il convient également de supprimer le poste existant de 20-35e pour créer un nouveau poste 28-35e. Il s'agit donc de supprimer ce poste. Donc c'est le poste numéro 3, adjoint technique 20-35e, modification du temps de travail, supérieur à 10%. La suppression de ces postes a été soumise au comité social territorial également avant-hier, qui a émis un avis favorable. Ensuite, on va passer à la création de postes. Donc, on vous propose la création de 2 nouveaux postes au sein du pôle sécurité. Le premier, c'est un poste de placier, agent de surveillance de la voie publique à temps complet, à la suite de la mutation au mai dernier d'un agent qui assurait notamment les missions de placier sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Un contrat a été signé avec un prestataire pour assurer les 4 marchés. Or, plusieurs difficultés ont été remontées, notamment lors de l'absence du prestataire. Ce poste permettra d'assurer les fonctions de placier sur les 4 marchés hebdomadaires, le suivi des marchés nocturnes, la gestion des occupations du domaine public pour un équivalent à 70% d'un temps complet. Le complément du temps de travail, 30%, sera affecté au renfort de l'équipe sécurité en qualité d'agent de surveillance de la voie publique. Enfin, un poste d'agent de surveillance de la voie publique à temps complet avec la qualité d'assistant temporaire de police municipale en période estivale. Il s'avère que le pôle sécurité connaît de fortes sollicitations, notamment en termes de suivi des contrôles de conformité et d'urbanisme, de l'augmentation de la demande de sécurité sur le territoire municipal. Pour rappel, le pôle était renforcé en période estivale par 2 agents en contrat, un contrat de 5 mois et un contrat de 2 mois. La création d'un poste à temps complet permettrait de répondre aux nouveaux besoins, de faire face aux absences du placier et des autres agents du pôle et de supprimer le poste saisonnier de 5 mois. Enfin, on propose la création d'un poste au sein du pôle technique service propreté. En effet, un agent occupe actuellement un poste à temps non complet à hauteur de 20 heures par semaine. Il a été constaté que les nécessités du service amènent à rémunérer des heures complémentaires régulières chaque mois. Après analyse des besoins, il est proposé la modification du temps de travail de ce poste à 28 heures par semaine. Ce changement de temps de travail se matérialise par la suppression du poste 20 heures, c'est le poste numéro 3, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs, et la création d'un poste à 28 heures sur le même cadre d'emploi des adjoints techniques. Donc, on vous propose la création de 2 postes au pôle sécurité du cadre d'emploi des adjoints administratifs catégorie C, du grade d'adjoint administratif au grade d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, et la création d'un poste au service propreté du cadre d'emploi des adjoints techniques catégorie C, du grade d'adjoint technique au grade d'adjoint technique principal de première classe à temps non complet à 28-35e. Donc, je vous propose, vous avez tout compris? Merci, bien sûr. Je vous propose donc d'approuver la suppression des postes 16, 23 et 49 au tableau des effectifs devenus vacants suite à des promotions internes, la suppression du poste numéro 53 devenu vacant suite au remplacement sur le cadre d'emploi des adjoints d'animation, la suppression du poste numéro 3 en raison de la modification du temps de travail supérieur à 10%, la création de 2 postes à temps complet, 64 et 65, du cadre d'emploi des adjoints administratifs, du grade d'adjoint administratif au grade d'adjoint administratif principal de première classe, afin d'effectuer les missions de placier, ASVP pour l'un et ASVP ATPM pour le second. La création du poste numéro 3 du cadre d'emploi des adjoints techniques, du grade d'adjoint technique au grade d'adjoint technique principal de première classe, à temps non complet à 28-35e, pour effectuer les missions de propreté des bâtiments. Et enfin, d'approuver la modification donc du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2024. Avez-vous des questions, des observations? Donc je vous propose de l'approuver. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc à l'unanimité, je vous en remercie.
Alors, la délibération suivante, c'est en fait l'institution de la prime du pouvoir d'achat. Si vous vous en souvenez bien, au dernier conseil municipal, nous en avions parlé lors de la délibération sur la mise en place du RIFSEN, puisqu'il y avait une négociation qui s'était faite avec les représentants du personnel sur le fait de donner moins de compléments d'indemnité annuels dans le cadre du régime indemnitaire pour justement pouvoir accéder à cette prime qui a été instituée sur la perte du pouvoir d'achat. Alors on le savait pour l'État et la santé d'une manière obligatoire, et on savait qu'elle allait arriver en tous les cas dans la fonction publique territoriale, mais le décret n'était pas sorti. Ce soir, on peut vous le passer en délibération puisque le décret est sorti, et donc c'est la raison pour laquelle on vous demande d'approuver la possibilité d'octroyer ces primes à nos agents territoriaux. Donc je vous rappelle que ça avait fait l'objet d'une négociation comité social territorial, et donc alors, il est toujours possible de ne pas l'attribuer, mais ça sera compliqué de revenir en arrière dans la mesure où ça a fait l'objet d'une négociation. Alors en fait, cette prime, elle est attribuée à un certain nombre d'agents. Tous ne sont pas concernés, puisqu'il faut avoir été nommé ou recruté par un employeur public à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023, être employé et rémunéré par un employeur public au 30 juin 2023, enfin avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 € au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Donc c'est-à-dire que c'est dégressif, cette prime, pour tous ceux qui ont une rémunération inférieure ou égale à 39 000 € et dans la fourchette 33 600, 39 000, ils vont toucher 300 €, et pour tous ceux qui sont entre 23 700 et 27 300, ils vont toucher 700 €. Et donc ça va jusqu'à 800 € selon effectivement les rémunérations brutes qui sont perçues au titre de cette période. Vous avez des questions? Ça sera versé quand? Pardon? Elles seront versées quand? Si on peut, elles seront versées fin décembre. Il faut que les arrêtés soient signés rapidement, et je pense que ça pourrait coller pour être versé fin décembre. Ce serait une prime de Noël, entre guillemets, pour les agents. Bon, sachez que c'est un effort qui a été consenti par cette municipalité, même si effectivement on l'avait un petit peu anticipé. On ne savait pas qu'elle allait arriver d'une manière aussi rapide dans la fonction publique territoriale. C'est une prime qui n'est pas versée par toutes les collectivités du département. Il y a beaucoup de débats d'ailleurs d'élus au sujet de cette prime. Certains préfèrent relever le montant du CIA pour ne pas percevoir la prime, d'autres, bon voilà, après chacun fait ce qu'il veut dans sa collectivité. Libre administration des collectivités territoriales oblige. Nous, on a considéré qu'effectivement, les agents méritaient de voir cette prime octroyée. Voilà. J'ajoute d'ailleurs que tu as raison de le dire, parce que c'est après la discussion, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de communes qui le faisaient. Que la reconnaissance, enfin cet acte-là, on en a déjà parlé, on avait déjà acté en bureau, on l'avait déjà proposé. C'est aussi une reconnaissance de l'action de nos agents, que vous pouvez toujours voir hyper engagés régulièrement, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour les animations. Enfin, on voit bien que depuis 2 ans, on ne les ménage pas. Et ils font un gros travail. Et donc, ça paraissait normal de vous proposer, tout en sachant que vous pouvez refuser. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une négociation que... Voilà. Mais nous, on considérait que c'était important de le faire, en tout cas. On était d'accord là-dessus. Voilà. Des questions, des observations On a budgété combien en fait, On avait budgété 30 000 et ça va nous coûter 22 700, 22 500. Ce sera renouvelé tous les ans? Non, non. Il faut demander au gouvernement. À un moment donné, il faut comprendre une deuxième chose, c'est que ce n'est pas une largesse de 2 maires et d'un conseil municipal, c'est de l'argent public. Donc c'est un arbitrage politique, c'est une vraie décision. C'est pas, on n'est pas en mode chef d'entreprise, tiens, on va faire plaisir avec notre argent, c'est pas notre argent, c'est l'argent public. Mais c'est un arbitrage et on considère qu'il est important de le faire. Et si toutefois tel était le cas, qu'il
qu'il y avait un renouvellement l'année prochaine de cette prime, il faudrait renégocier sur le CIA, puisque je vous rappelle que le montant du CIA augmente effectivement les 2 ans qui viennent, justement parce que cette prime ne sera qu'octroyée. Donc ça fera toujours l'objet d'une négociation avec les représentants du personnel, si toutefois cette situation avait lieu. Voilà, je vous propose de passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui vote contre? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Parfait. Didier, tu vas nous parler d'une vente des parcelles de terrain nues. Attends, on va te donner un micro. Allô. Je vous informe que monsieur le maire a reçu une demande de parcelles sur le petit communal en vue de la construction de 2 sièges d'exploitation. La pérennisation de l'exploitation agricole et notamment l'installation des agriculteurs est indispensable pour bénéficier sur notre territoire d'une agriculture diversifiée avec une production locale de produits de qualité. Pour faciliter la création de nouveaux sièges d'exploitation, la municipalité peut céder ses parcelles du secteur du petit communal situé en lieu du plan de prévention des risques naturels littoraux. Monsieur le maire vous propose la cession de ces parcelles constructives au tarif de 100 € le mètre carré, en cohérence avec le prix d'acquisition réalisé sur la commune pour des terrains de même caractéristiques. Les 2 parcelles objets de la cession sont issues de la division de parcelles plus importantes, dont la part non cédée fera l'objet d'un bail rural au bénéfice de l'acheteur. La parcelle AK 290 d'une surface de 950 m², cédée à M. Kevin Clémenceau pour un montant de 95 000 €. Et la parcelle AK 292 d'une surface de 487 m² sera cédée à M. Julien Charrier pour un montant de 48 700 €. Les frais de notaire seront à la charge de l'acheteur. Et pour aller dans la continuité de cette zone, dans un second temps, la collectivité étudie donc la possibilité de cession de parcelles de terrain nus en vue de la construction de bâtiments d'activité ou de stockage. Pour ces cessions, il sera proposé des ventes avec charge permettant de s'assurer que le bénéficiaire du terrain réalisera un équipement conforme aux usages prévus. Voilà. Parfait. On vous demande donc, merci Didier, on vous demande, tu veux passer au point? Oui. Elles sont où? C'est dans le petit communal. Dans le petit communal. Où il y a les chevaux appelants. Pas loin de chez Yannick Jolin, si elle qui connaissent, ou François Boréchon. C'est dans cette zone. C'est en amont. C'est à la limite de la zone 2 et rouge. Après, plus on descend, plus on rejoint. Mais on est bien d'accord, Didier, que ce qu'on appelle parler de cahier des charges, c'est pour éviter qu'on ait des entrepôts, des remontées qui soient construites que pour faire de la production. C'est ça. La deuxième chose au niveau que je parlais là, c'est on va faire une commission prochainement d'agriculture où on débattra sur quelle charge on peut mettre en place pour éviter que demain une personne lambda achète un terrain et que derrière il fasse une activité qui n'a rien à voir avec la profession agricole, quelle que soit terre ou mer. Ouais, voilà. Que un agriculteur fasse des panneaux solaires sur un bâtiment, ok, mais que les gens achètent pour faire que ça. C'est ça. Ça enlève après des bâtiments pour les. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va créer un cahier des charges dont les prescriptions éviteront ça. Où l'activité principale sera en lien avec la profession agricole. Voilà. Tout va bien. Ok. Voilà. Donc, après avoir délibéré, je vous ai proposé de vendre la parcelle AK 290 de contenance de 950 m² et la parcelle AK 292 d'une contenance de 487 m² au tarif proposé de 100 € le mètre carré, d'autoriser Monsieur le maire à engager une démarche auprès du notaire et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ces ventes. Merci Didier. Est-ce qu'il y a des questions? Je perds ma voix au fur et à mesure de la soirée.
Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On va passer à un avis qui nous est demandé de la commune concernant l'arrêt du plan local de l'habitat de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Sachez qu'en novembre 2020, la communauté de communes a décidé d'engager une procédure d'élaboration d'un programme local d'habitat. C'est quoi un programme local d'habitat? Je vais vous lire ce que dit l'article L302-1 du Code de la construction et de l'habitation. Il précise que le PLH définit pour une durée de 6 ans les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. Donc, on a demandé à l'époque qu'il y ait des études qui soient faites pour dresser un diagnostic et des orientations. Cette étude a été confiée à la société Solia, des Pays de la Loire, qui a réalisé en collaboration évidemment avec les membres de la commission Habitat du Conseil de développement et du bureau communautaire et des COPIL, des habitants, des bailleurs sociaux, un projet de PLH. Cette concertation a permis de définir un projet qui comprend d'abord un diagnostic qui analyse le fonctionnement du marché local du logement et les conditions d'habitat et d'hébergement sur l'ensemble du territoire, et puis des orientations qui définissent les objectifs prioritaires et les principes de la politique locale de l'habitat, à savoir produire du foncier et trouver du foncier. Un autre chapitre, c'était le parcours résidentiel et la mixité sociale. Un troisième thème, c'était l'amélioration du parc existant. Le quatrième, c'était les besoins non couverts par les marchés immobiliers, c'est-à-dire ce qu'on devait apporter en plus. Et puis, enfin, piloter la politique de l'habitat. Pour atteindre ces objectifs, le PLH fournit également un ensemble d'actions d'accompagnement à mettre en œuvre pour mener à bien la politique dont je viens de vous parler. Et il y a des budgets qui ont été alloués. Alors, je ne sais pas si c'est derrière moi. Voilà, c'est là. Et donc, vous voyez que par exemple, pour la première thématique, maintenir les conditions favorables à l'attractivité de l'intercommunalité respectueuse des spécificités du territoire et de la qualité du cadre de vie, eh bien, il y a eu des allocations financières, un montant de 52 400 €. Et la fiche action, par exemple, pour cela, c'était produire une offre suffisante pour l'atteinte des objectifs tout en préservant l'équilibre territorial. Autrement dit, y aura-t-il assez d'habitation pour la demande, pour le développement économique, pour le nombre de nouveaux emplois qui vont arriver, etc. Mettre en place une stratégie foncière adaptée justement pour limiter l'étalement urbain. Là, on est dans le cadre de la non-artificialisation des sols. Préconiser un urbanisme plus économe, un espace de qualité et un habitat dense et innovant. Toujours étonnant de parler de densité de l'habitat quand on est dans la ruralité. Deuxième grande dynamique, c'était diversifier l'offre. Et bien, vous voyez qu'il y a 480 000 € qui sont d'allocation, développer l'offre de logements locatifs sociaux et privés, accompagner l'accession abordable des familles et des jeunes actifs, plus particulièrement sur le territoire les plus tendus. Et puis vous voyez, enfin vous avez pu lire dans les documents qui vous étaient fournis pour ce conseil, l'ensemble des actions, les montants, les coûts sur la durée du PLH qui vont durer 6 ans, c'est des coûts d'études en fait, hein, on serait bien d'accord. Si vous pensez bien qu'avec 480 000 €, on ne va pas améliorer l'habitat des jeunes sur le site. Ou alors c'est que quelques habitats. Mais voilà, donc mine de rien, quand vous mettez tout au bout, il y a quand même la valorisation du parc existant pour un montant de 2 763 000. Ça veut dire que le parc existant, je vous rappelle qu'il y a une loi qui nous impose des nouvelles normes. Bien sûr, il pourrait vous les détailler, ces nouvelles normes qui vont imposer à tout propriétaire qui veut louer de rentrer dans un schéma de prescription important s'il veut pouvoir continuer à louer, sinon il ne pourra pas continuer à louer. Donc il va falloir accompagner tous les propriétaires fonciers qui sont pas à jour. Et voilà, donc pour un montant total de 4 626 000 € et 992, non, 4 626 000 € et 989, pas d'euros, 992 €. Voilà, c'est un montant de presque 800 000 € par an qui sera en allocation à ce plan local de l'habitat pour le Sud-Vendée Littoral.
Et on ne vous demande pas de dire oui ou non, on vous demande un avis favorable sur le projet de programme local de l'habitat subordonné littoral tel qu'il a été arrêté par le conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions? Je regardais là que sur 6 ans, on nous demande de produire 120 logements. Ça... Alors, si tu veux, on nous demande de produire 120 logements. Le problème, c'est que les maires, eux, ils disent, mais on va exploser ce chiffre-là. Mais on n'a pas le droit de dépasser ce chiffre-là, c'est ça le problème. Parce que quand on nous demande 2, c'est rien que chez nous. Si vous comptez le nombre de logements qui vont sortir, on l'explose. Donc, vous comprenez la difficulté pour la ruralité d'avoir un plan local habitat qui doit correspondre à la réalité, c'est-à-dire aux demandes d'un public qui a besoin de... parce qu'il est jeune ou âgé. Les jeunes ont besoin de pouvoir s'installer et rester sur le territoire. Et les gens âgés ont besoin d'avoir des logements adaptés. Et on a un parc aujourd'hui qui n'est pas adapté, avec des valeurs marchandes qui ne sont pas adaptées. Donc le plan local est compliqué, vraiment compliqué. Avec en plus, pour les communes littorales, des prescriptions qui font qu'on ne fait pas ce qu'on veut, vous le savez bien, avec notre foncier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Eh bien, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Donc une abstention. Josiane, je vais te demander de prendre les délibérations suivantes, notamment pour la convention de remboursement des frais de restauration collective avec la communauté de communes Sud-Rhône Littoral. Alors, je vous informe qu'une convention de remboursement des frais de restauration collective a été approuvée en février 2021 par la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Un avenant a été fait le 8 février 2022 au nom de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Cette convention concerne la confection de repas chaque mercredi et pendant les vacances scolaires, hors été, pour l'accueil de loisirs sans hébergement, l'Escale des Mousses, au profit de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2023 et je vous propose de la renouveler pour 3 ans à partir du 1er janvier 2024. Le contenu a été établi en accord entre les services des 2 collectivités et prévoit les modalités de remboursement du dit service à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Le montant des repas facturés sera identique à celui des repas occasionnels, tarif 3, selon la délibération des tarifs de la restauration scolaire en vigueur. Donc, après en avoir délibéré, il vous est donc proposé d'approuver la convention de remboursement des frais de restauration collective avec la CCSVL à compter du 1er janvier 2024 pour 3 ans et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou son représentant pour la signature et l'exécution de la présente. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé à l'unanimité. Qui poursuit? Ensuite, convention de prestation de services relative au remboursement des frais de confection des repas avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Donc, je vous informe qu'une convention de prestation de services relative au remboursement des frais de confection des repas avec la communauté de communes a été approuvée en février 2015 par la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Un avenant a été fait le 8 février 2022 au nom de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Cette convention concerne la prise en charge des frais de personnel, le cuisinier, à hauteur de 375 heures annuelles. Celle-ci arrive à échéance le 31 décembre 2023. Je vous propose de renouveler cette convention pour 3 ans, à compter du 1er janvier 2024. Le contenu de la convention a été établi en accord entre les services des 2 collectivités et prévoit les modalités de remboursement du dit service à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Après en avoir délibéré, il vous est proposé d'approuver la convention de prestation de services relative au remboursement des frais de confection de repas
avec la CCSVL à compter du 1er janvier 2024 pour 3 ans et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou son représentant pour la signature et l'exécution de la présente. Qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé à l'unanimité. Ensuite, convention de mise à disposition des minibus avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Je vous informe qu'une convention de mise à disposition de minibus a été approuvée par la commune de l'Aiguillon-sur-Mer en février 2021 pour 3 ans. Un avenant a été fait le 8 février 2022 au nom de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Cette convention concerne l'utilisation des minibus dans le cadre des activités de loisirs de l'ALSSH l'Escale des Mousses. Celle-ci arrive à échéance le 31 décembre 2023. Je vous propose de renouveler cette convention pour 3 ans, à compter du 1er janvier 2024. Le contenu de la convention a été établi en accord entre les services des 2 collectivités et prévoit les modalités de remboursement du dit service à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Après en avoir délibéré, il vous est proposé d'approuver la convention de mise à disposition de minibus à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, à compter du 1er janvier 2024 pour 3 ans, et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou son représentant pour la signature et l'exécution de la présente. Qui s'abstient? J'avais une question. Non, je vais juste une question. S'il y a une demande d'association qui est prioritaire, c'est l'agenda. non, je sais pas. Hein? Alors, normalement, les plannings, que ce soit les associations ou l'Escale des Mousses, les plannings sont établis en début d'année. Pour ça, je Donc, vous dis l'agenda. Il n'y a pas de photo. Par contre, il y avait une abstention. Donc, qui vote contre? Approuvé. Michel. Alors, une nouvelle convention, toujours avec la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Cette fois-ci, elle concerne la mise à disposition donc, du personnel communal. Donc, une convention de mise à disposition du personnel communal auprès de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral a été signée pour une période de 3 ans et arrive à échéance au 31 décembre 2023. Elle concerne la mise à disposition d'agents de la collectivité exerçant des missions au sein du centre de loisirs dans le cadre d'activités extrascolaires. Donc, on vous propose de reconduire cette convention pour une nouvelle période de 3 ans. Et donc, le projet de convention, vous avez dû l'avoir, je pense, dans vos documents. Donc, pourront être concernés par cette décision donc, tous les agents du pôle enfance. Le contenu de la convention a été établi en accord entre les services des 2 collectivités et prévoit les modalités de remboursement du dit service à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. La convention prendrait effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 3 ans. Avez-vous des questions? La convention est là. Si vous voulez voir la convention, allez-y. Apparemment, elle a été envoyée, mais il était joint. Elle était jointe. Vous avez des questions, des observations? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, à l'unanimité, je vous en remercie. Merci beaucoup. Et on revient sur Josiane. Alors, avenant au procès verbal de mise à disposition de la LSH, l'Escale des Mousses. Je vous informe qu'un procès verbal de mise à disposition de l'ALSH l'Escale des Mousses, propriété de la commune, a été signé en 2015 entre la commune de l'Aiguillon-sur-Mer et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Un premier avenant a été approuvé en mai 2018 concernant la répartition des charges de fonctionnement
et d'investissement du bâtiment. Un second a été approuvé en février 2022 concernant la création de la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Suite à la réunion du 12 septembre 2023 avec les membres de la communauté de communes, il a été proposé de modifier la répartition de la charge des fluides de fonctionnement par rapport à la fréquentation des locaux par les utilisateurs. De plus, il a été convenu qu'en cas d'urgence et d'indisponibilité de l'agent technique de la communauté de communes, l'intervention se fera par un agent de la commune et sera refacturée au réel, coût salarial multiplié par le temps de travail, sur présentation des pièces susnommées. Je vous propose d'établir un nouvel avenant pour prendre en compte ces modifications. Après en avoir délibéré, il vous est proposé d'approuver l'avenant 3 au procès-verbal de mise à disposition de l'ALSH, l'Escale des Mousses, à compter du 1er janvier 2024, et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire ou son représentant pour la signature et l'exécution de la présente. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Approuvé à l'unanimité. Merci Josiane. Et écoutez, le conseil municipal est clos. Je ne vous donne pas la date prévisionnelle du prochain conseil municipal, ce sera en janvier, mais on ne l'a pas encore fixé. Il faudra de toute façon que ce ne soit pas trop tard en janvier parce qu'on a des travaux qui vont débuter dans les tuyaux. Et donc il y aura des dépenses d'investissement et il faudra les voter. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.